Voilà, une précision, contrairement à ce que dit la coiffeuse dans le sujet, il n'y a pas de test obligatoire pour les coiffeurs. Bonjour David Claraval, vous êtes le ministre des Indépendants pour le mouvement réformateur. Bonjour. Merci d'avoir le cran de venir ici, parce qu'un certain nombre de vos collègues a décliné ce débat délicat, je tiens à le dire. Bonjour Bénédicte Delard, infectiologue au CHU UCL Namur, à Montgaudine, membre du GEMS, le très important GEMS qui conseille le gouvernement. Bonjour à Nicolas Franco, à distance, mathématicien de la santé à l'Université de Namur. Vous faites des examens en même temps que vous répondez à l'interview. Merci aussi pour cela. Bonjour Philippe Devos, anesthésiste et intensiviste au Mont-Légien, président du grand syndicat médical APSIM. Je présenterai nos nombreux témoins au fur et à mesure des contents, des pas contents et des pas contents du tout. Je commence d'ailleurs avec un très mécontent. Bonjour David Torbens, tatoueur à Bruxelles. Les coiffeurs, on l'a dit, reprennent samedi prochain. Mais comme les esthéticiennes, vous devrez donc patienter 3 semaines de plus jusqu'au début mars. Vous ne comprenez pas, dites-vous, puisque vous dites les clients sont encore plus en sécurité chez nous que chez les coiffeurs. Pourquoi ça ? Non, c'est pas le fait qu'ils sont plus en sécurité chez nous, c'est que nous, à la base, on a un protocole qui est très strict. Déjà de base, l'État nous impose d'avoir une formation à l'hygiène avec un examen qu'on doit passer. Un examen qu'on doit passer pour pouvoir apprendre comment on fait le champ stérile, éviter les transmissions croisées. Toutes ces choses-là, on nous apprend. Enfin, donc pour vous, en tout cas, vous pouviez recommencer en même temps que les coiffeurs, c'est-à-dire samedi prochain, c'était ça votre vœu le plus essentiel, j'imagine. Et vous nous avez dit aussi en préparant cette interview que ce dont vous avez peur, c'est évidemment que comme on va rouvrir les coiffeurs, c'est environ 30 000 coiffeurs, je pense, en Belgique, ça veut dire beaucoup de contacts, certains disent 1 million de contacts par semaine, que sur cette base-là, les chiffres remontent et que donc finalement, dans 3 semaines, on vous dise « Ah ben c'est trop tard, on ferme parce que l'épidémie est remontée ». C'est ça donc qui vous fait très peur. Je crois pas que c'est uniquement les coiffeurs. Ce qui va se passer, c'est qu'il va y avoir donc la réouverture des coiffeurs, ça c'est clair. Il va y avoir les vacances de carnaval. Oui. Il va y avoir de nouveau les ouvertures des zoos, des histoires comme ça, où les gens vont directement aller s'engouffrer pour aller regarder des pandas. Et donc du coup, comme par hasard, à mon avis, les chiffres vont de nouveau augmenter. On va dire c'est de la faute des coiffeurs. Et on va de nouveau revenir dans le même cycle en disant les professions de contact posent vraiment un problème. Voilà. D'ailleurs, je dis que Nicolas Franco, dans quelques minutes, va nous donner des chiffres tout à fait importants pour quelque part prédire. C'est évidemment une prédiction mathématique, ce n'est pas Madame Soleil. Ce qui va se passer, vous allez être surpris. C'est pour dans quelques minutes. Mais tout d'abord, David Claraval, pourquoi ces 2 poids 2 mesures pensent les professions de contact qui ne sont pas rouvertes? Pourquoi pas eux et pourquoi les coiffeurs? Mais en fait, c'est un compromis. Il faut bien comprendre que autour de la table, nous avions une situation qui était partagée. Nous avions d'une part, et je pense qu'ils le diront, les virologues, le GEMS, qui n'étaient pas enthousiastes du tout quant à la réouverture des métiers de contact. Donc il y avait vraiment un message là qui nous disait attention, c'est peut-être prématuré. Nous avions de l'autre côté, à plusieurs reprises, rencontré l'ensemble des métiers de contact, c'est-à-dire les coiffeurs, les esthéticiennes, les tatoueurs. Donc on leur avait dit, dès que la situation le permettra, vous serez les premiers à être déconfinés. Parce qu'en fait, sur le plan purement technique, il n'y a pas beaucoup de différence entre une esthéticienne et un coiffeur. Je veux dire. Sauf qu'il y a plus de gens, évidemment, si on rouvre tout en même temps, voilà. C'est à peu près fois. Donc, au niveau politique, c'était la même chose. Certains, dont moi, voulions rouvrir la totalité des métiers de contact. D'autres étaient plus prudents. Et donc, c'est un compromis politique. On a dit, on coupe en 2. Il y a plus ou moins 72 000 indépendants dans ces métiers de contact, 32 000 coiffeurs, 40 000 autres. Reste, oui. Et donc, on a dit, on fait 2 paquets. Les coiffeurs dans un premier temps, les autres le 1er mars. Et on est sûr que ça va rouvrir les autres, parce que comme le craint monsieur, en disant si les chiffres remontent, c'est eux qui vont être les dupes. On a été très clair. Ces 2 dates ne sont pas négociables. Il n'y aura pas d'évaluation avant. Ce sont 2 dates fermes. Mais c'est clair, soyons de bon compte. Comme ça a toujours été le cas jusqu'à présent, si on voit qu'une flambée venait à arriver, tout est toujours réversible. Mais a priori, ces 2 dates sont sûres et définies. Madame Delard, M. Claraval l'a lui-même annoncé. Du côté du GEMS, on n'était pas enthousiaste, voire même on disait non, ne rouvrez pas tout de suite. Pourquoi vous êtes si inquiète? C'est vrai qu'on le sait, d'après une enquête que vous avez faite, on parle de coiffeurs 2 à 3 fois plus impactés par le virus lors de la 2e vague. C'est trop tôt?
À l'heure actuelle, on connaît les chiffres, en fait. Donc, on s'est bien amélioré par rapport à la deuxième vague. On sait ce qui a fonctionné comme mesure. Et on aurait bien voulu que les chiffres continuent à diminuer, tant en termes d'hospitalisation qu'en termes de nouveaux cas. Mais malheureusement, ça n'est pas le cas. En fait, on oscille autour d'une ligne plateau qui est loin d'être celle qu'on avait en juin et en juillet. Oui, on reste toujours à 2339 infections par jour. Tout à fait, avec des nombres d'hospitalisations qui remontent un petit peu. Oui, plus 3%. Et on sait comment le virus se nourrit. Et donc, c'est les contacts, ce sont les contacts rapprochés, ce sont les contacts prolongés, à l'intérieur. Et ça, c'est le coiffeur, quoi. C'est le coiffeur, désolé, ce sont les métiers de contact. Et donc, effectivement, on doit estimer que si on veut contenir quelque chose, on a un budget qu'on ne doit pas dépasser. Et donc, effectivement, on sait qu'il y a des activités qui sont plus à risque et d'autres qui sont moins à risque. On prend des risques à ce point-là? Alors, c'est pas qu'on prend des risques, mais je pense qu'il faut rester prudent. Je pense qu'à un moment donné, il faut arrêter d'être alarmiste. La seule chose qu'on dit, c'est qu'on doit gérer la situation actuelle. Je prends l'exemple, on est comme dans un marathon. On est à 32 km, on doit en faire 42, et quelques heures. D'accord? Et donc, on sait qu'on va arriver. La situation, on a avancé. Mais maintenant, on doit avancer ensemble, parce que si on ouvre tout en même temps, ou trop de choses en même temps, le problème, c'est qu'on sait que le virus va circuler. Et à ce moment-là, si on doit se retrouver devant un nombre de cas qui augmente, si on doit tout refermer, c'est pire. Mais donc, on prend ce risque-là en ouvrant maintenant les coiffeurs trop tôt, pas que les coiffeurs, je parlais des c'est envisagé tout un scénario. Il n'y a pas que les coiffeurs, les métiers de contact, il y a toute une série de secteurs. N'oublions quand même jamais la jeunesse, n'oublions pas nos étudiants. Et on les oublie trop peut-être, dites-vous. Nos étudiants et nos jeunes élèves de secondaire sont effectivement une population qui souffre beaucoup. Très bien, bon, on sent en tout cas une réticence. Je demanderai bien sûr à M. De Vos dans un instant ce qu'il en pense. Et je le répète, nous aurons des prévisions et des précisions de Nicolas Franco tout à fait passionnante. Mais tout d'abord, la parole bien sûr au coiffeur. Bonjour Joël Duchesne, coiffeur à Liège. On vous a vu très ému vendredi soir dans une édition spéciale du RTL Info. C'était des larmes à la fin d'un très long carrière. On vous écoute et puis on continue. C'est un soulagement pour les patrons qui vont pouvoir sortir la tête de l'eau. C'est un soulagement pour les équipes. J'ai du mal à parler, excusez-moi, parce que je pense à ces équipes qui m'ont témoigné finalement leur soutien pendant toutes ces semaines et qui, au travers leur message, souffraient vraiment. Voilà, on voulait repasser ça parce que c'est un moment de grande émotion, d'émotion juste, qui montre bien la grande difficulté que vous avez connue. Maintenant, vous l'avez entendu, Mme Delard dit, oui, quelque part, votre réouverture fait courir un risque à la société, vous en rendez compte courir un risque. Je vais vous dire, on travaille donc avec 12 collaborateurs dans nos salons. Nous avons travaillé durant 4 mois entre les 2 confinements. Sur 12 collaborateurs, j'en ai aucun qui a été contaminé. Vraiment. Les seuls qui ont justement été contaminés, c'est depuis qu'on est confiné. Donc depuis ces 3 mois, j'ai certains collaborateurs qui m'ont contacté en me disant, on est à la maison, mais on s'est chopé la Covid. Donc je pars du principe qu'à partir du moment où on respecte toutes les mesures d'hygiène, il y a aucun souci. On n'en lasse pas nos clientes non plus. On a nos mains continuellement dans l'eau en tant que coiffeur. On respecte toutes les mesures qui sont mises en place, c'est-à-dire la désinfection des mains, le port des masques, la distanciation dans le salon. Vous allez aérer aussi? Pardon de vous interrompre, vous allez aérer? D'avoir un salon qui est assez grand. Vous allez pouvoir aérer, l'aération c'est la solution, dit-on. Vous allez pouvoir ouvrir les portes et les fenêtres, c'est aussi une demande qui vous est faite? Alors, il nous reste 2 établissements. On a un établissement qui est très grand. Et évidemment, là, c'est tout à fait possible d'aérer puisque l'entrée n'est pas en contact direct avec la zone de coiffage. Par contre, on a un autre salon où on travaille avec un seul collaborateur et un seul client. Là, c'est une surface très petite. Et là, c'est absolument impossible de travailler en hiver avec la porte grande ouverte. Ça, c'est pas possible. Bon, alors on va aller directement. Merci beaucoup de ces précisions et de cette interview vérité quand même. Et Philippe De Vos, au Mont-Léger, vous avez presque été submergé, vous l'aviez dit ici, je me souviens d'un moment très important, par cette deuxième vague. Heureusement, vous avez tenu le coup, ça a été de justesse. Peur de cette troisième vague avec ces réouvertures qui, pour certains, sont excessives et trop nombreuses? Ou pas? Peur d'une troisième vague, quand on voit dans les pays autour de nous, on voit bien qu'avec le nouveau variant, le risque d'avoir une troisième vague reste élevé. Donc c'est une certitude. Maintenant,
peur au point de dire qu'il faut reconfiner, redescendre dans des mesures plus difficiles et rester dans cette période pendant un délai inconnu, puisque finalement, une des manières d'en sortir, c'est d'avoir une très très large partie de la population à risque soit vaccinée, ce qui n'est pas une certitude non plus. On peut avoir des gens qui vont refuser. On en parlera tout à l'heure, oui. Et donc... il faut faire la balance entre les deux. Et je comprends... Et pour vous, en tout cas, ce qui se passe actuellement, Madame Delard était plus réticente. Vous dites, le risque en vaut la chandelle. C'est-à-dire qu'il y a un risque. Pour moi, le médecin, il doit soigner. L'évaluation du risque, ça doit être politique. Oui. Et donc, le politique doit assumer le risque. Il doit être informé du risque et en fonction prendre sa décision. Donc, moi, en tant que médecin, je trouve que... on pouvait le faire, en tout cas. Et en tout cas, je n'ai pas à prendre parti sur l'évaluation du risque. Alors, c'est une grande prudence. OK. Monsieur Caraval, et puis Audrey, et puis nous allons chez Monsieur Franco. Donc, tout d'abord, simplement dire que nous avons pris le risque, en effet, en sachant quand même que la situation aujourd'hui est quand même nettement meilleure qu'il y a plusieurs semaines et qu'on voit que la tendance est stable, mais plutôt avec une tendance baissière. On est passé en dessous des 300 lits en soins intensifs aujourd'hui, donc c'est une bonne nouvelle. Par contre, ce que nous avons fait pour éviter ce risque, pour diminuer le risque, c'est que nous avons renforcé les protocoles, mais en veillant à ce que ces protocoles soient praticables. Donc, en fait, nous avons... Oui, quand monsieur dit l'aération, ce ne sera pas praticable dans le salon, il peut quand même rouvrir. Oui, mais au départ, on voulait imposer... Dans le rapport des experts, c'était une demande de mettre un FFP2, d'être testé toutes les semaines, de limiter à 30 minutes les demandes. Donc ça, nous n'avons pas souhaité suivre cela. Par contre, on a souhaité que ce soit clair. Il y a un masque chirurgical. Il faut aussi qu'il y ait cette aération ou ces détecteurs de CO2 qui permettent d'alerter quand il y a une trop forte concentration de CO2. Et là, on ouvre les fenêtres quand on voit que les détecteurs... Et donc, on ouvre les fenêtres à ce moment-là. Donc, ce sont des protocoles plus durs, mais qui sont praticables. Et nous étions très attentifs à cela. Voilà, et ensuite, donc, vous l'avez dit, les chiffres, et s'il y a un gros problème, évidemment, vous avez dit, on réagira. Nicolas Franco, parlons de chiffres. Vous êtes mathématicien à l'université de Namur, vous faites des modèles pour savoir quand on pourra en sortir. Vous sortez d'ailleurs de nouvelles précisions et prévisions ce week-end. On va les voir, ces prévisions, elles sont tout à fait intéressantes, que si on déconfine complètement au 1er mars, eh bien les chiffres des hospitalisations explosent. C'est la fameuse ligne rouge, on n'arrive même pas à voir sur le sommet tellement c'est élevé. C'est la ligne rouge sur le schéma. La ligne verte, c'est un déconfinement en mai. La courbe paraît plus maîtrisée, vous allez nous expliquer ce qu'il faut en penser. Alors pourrait-on effectivement rouvrir le sport, la culture, l'oreca, nos contacts sociaux en mai ou seulement en septembre? Ça c'est la courbe bleue, quand tout le monde sera vacciné. Est-ce que mai, d'après vous, c'est possible? En fait, il faut comprendre que c'est vraiment des modèles mathématiques théoriques qui sont basés sur des estimations. On a pu assez bien mesurer l'impact qu'a eu les différentes ouvertures qu'il y avait au mois de septembre au niveau de l'épidémie, et puis vous avez vu la conséquence au niveau mois d'octobre, etc. On peut essayer de reproduire mathématiquement ce qui pourrait se passer si on refaisait exactement la même chose. Donc si le 1er mars, ce n'est pas prévu au calendrier, mais si le 1er mars, on couvrait tous les secteurs, que ce soit l'oreca, la culture, élargissement de la bulle, le téléphone non obligatoire, tout en même temps, le 1er mars. Est-ce que ce serait quelque chose qui serait à risque ou non? Et on voit très bien que dans ce cas-là, on repartirait dans une situation similaire à la deuxième voire même un peu plus pire. La raison est la suivante. Il y a deux raisons. Il y a une chose qui fait qu'on est dans une meilleure situation qu'au mois de septembre, c'est qu'il y a un peu plus d'immunité au sein de la population. Elle était plutôt de 7-8%. Actuellement, elle est au-dessus de 20%. Mais en contrepartie, on a le nouveau variant qui arrive, qui se propage de plus en plus en Belgique et qui rend les transmissions un peu plus courantes. Et donc, ça contrecarre malheureusement. Donc, on se retrouve dans une situation un peu similaire au mois de septembre. Si on se remet à vivre de la même façon, on aura le même problème. Alors, Par contre, si on attend encore un peu, on arrive avec le fait que la population âgée et la population à risque seront en grande partie vaccinées, pas nécessairement 100%, mais si au moins, ici le modèle a été fait sur base que 80% de la population âgée serait vaccinée, à ce moment-là, on remarque que si on relâche encore une fois tout en même temps, c'est hypothétique, parce qu'on pourrait très bien relâcher des choses partielles avant ou faire avec des protocoles pour éviter ça, mais on aurait
peut-être une troisième vague, mais beaucoup plus contrôlée, qui ne dépasserait pas la capacité hospitalière, parce que la vaccination serait là en même temps. Donc il y a vraiment ce fait qu'il y a le variant qui fait augmenter le problème progressivement. D'ailleurs, vous voyez que même, en fait, si on ne touche à rien, il y a quand même un risque que ça augmente un peu, suivant la rapidité à laquelle avance ce variant. Maintenant, j'attire l'attention sur le fait que, vous voyez sur le graphique qui est affiché, il y a toute une partie en couleur qui représente l'incertitude. Ça veut dire que les modèles sont capables de déterminer, il y a 90% de chances que ça se passe comme sur la partie en couleur, mais on ne peut pas savoir si ce sera la partie haute ou la partie basse. Et vous voyez que la partie basse, elle continue à descendre, et si on est dans cette partie basse, ben là, on pourra ouvrir pas mal de choses. Mais il faut attendre encore un peu quelques semaines pour avoir plus d'indications sur ce nouveau variant, pour pouvoir être sûr de ce qui peut être ouvert. Alors effectivement, la ligne bleue, c'est la ligne si on ne change pas quoi que ce soit à ce qui se passe maintenant, si on ne change rien, autrement dit. Ça veut dire, et je vous répète la question, mais je vous demanderai de répondre de façon brève, est-ce que mai, pour ouvrir les restaurants, pour ouvrir la culture, le sport, les contacts, est-ce que mai, selon vous, c'est réaliste ? Moi, ça me semble réaliste, si le calendrier est respecté au niveau de la vaccination, c'est assez suffisante. C'est surtout ça qui va changer, donc on espère que la vaccination se fera le plus tôt possible. Maintenant, rien n'interdit que si tout se passe bien, déjà différentes parties puissent être ouvertes avant sans repartir. Vous savez que le risque est toujours qu'on ouvre de trop et que ça reparte en mode exponentiel et qu'on ne sache plus l'arrêter. Il faut pouvoir ouvrir le plus possible, en étant sûr que ça ne repart pas de façon exponentielle. Alors, en tout cas, je sais que vos modèles sont très suivis. Vous le faites d'ailleurs avec l'université d'Asselt, celle de Namur, évidemment, qui est la vôtre. Donc, ce que vous dites, évidemment, ce n'est pas le premier venu qui le dit, c'est quelque chose de très étayé. Merci pour cela. Un petit mot là-dessus, Philippe Devos. Un petit mot là-dessus, bien sûr, avec Madame Delard. Mais on peut y croire, là Je vais insister sur deux choses pour croire en mai. La première, c'est qu'il faut que la campagne de vaccination suive le rythme prévu et qu'elle ne prenne pas de retard. Ça, c'est vital. Et la deuxième chose, c'est, comme on l'a entendu, c'est qu'il faut que 80% de la population à risque se fasse vacciner. Donc, il faut vraiment que ces gens-là se mobilisent et comprennent que le retour à la vie normale dépend d'eux et que leurs familles autour d'eux comprennent ça aussi. Il faudra aller se faire vacciner dès qu'on peut. C'est ça que vous dites. C'est un message tout à fait clair et positif à la population. Oui. Ouais. Madame Delard, mais c'est possible pour une ouverture vraiment presque généralisée. Je sais que vous n'aimez pas ce genre de questions-là. Je vais vous le demander autrement alors. Est-ce que vous excluez qu'en mai, on rouvre tout, comme le laisse entendre Moi, à ce stade, je n'exclus rien. Ce que je voudrais dire, c'est qu'on travaille effectivement au niveau du game sur des phases de relaxation. Ça veut dire qu'on pourrait envisager de relaxer certains secteurs de façon progressive, mais avec des intervalles obligatoires où on ne bouge plus pour pouvoir évaluer quel est l'impact. Et effectivement, de privilégier d'abord les secteurs qui sont le moins à risque progressivement, en fonction aussi de la souffrance. Vous avez déjà une idée de ce qui pourrait être l'ordre, puisque le GEMS, dont vous êtes membre, est effectivement chargé de travailler là-dessus. À l'heure actuelle, on travaille là-dessus. Ça va dépendre. Je n'ai pas à me prononcer sur l'ordre. Voilà, vous essayez, mais vous avez essayé, c'est bien. Et donc, en fait, mais clairement, on y travaille, parce que le but est aussi de donner des perspectives à la population, de ne pas dire qu'on est bloqué à un moment donné et qu'on ne veut pas élargir. Je pense qu'il faut travailler ensemble. On est aussi dépendant de l'adhésion de la population aux mesures qui fonctionnent. Donc, j'insiste toujours, c'est vrai que si on parvient à faire respecter les mesures qui sont la distanciation sociale, la quarantaine, le testing, c'est un outil majeur. Et donc, ça dépend une fois encore de nous, c'est un message qu'on répète depuis le début, mais plus que jamais aujourd'hui. Et ensemble. Et donc ça marche. Ouais. Donc voilà, on va y arriver. Et quand vous dites avec tant de force, vraiment, on est tous entraînés derrière vous. Un mot là-dessus, et puis nous irons évidemment chez Audrey et chez notre restauratrice qui nous attend pour voir si mai, ça lui plaît. Mais, monsieur le ministre, on le dit toujours, ce sont les politiques qui décident. Mais pour tout relâcher, on va vers ça. Le variant anglais qui est peut-être un petit peu moins dangereux qu'on ne le pensait, il est moins répandu, on parle de 16%, il est peut-être un petit peu moins contagieux, on parle d'une trentaine, voire 40% en max, on disait 70%, mais c'est possible ? Moi je pense en tout cas que quand les personnes de plus de 70 ans seront vaccinées majoritairement, il n'y aura plus de risque d'encombrer les hôpitaux, ce qui était le risque principal, et que donc là on aura... C'est pas ce que dit Madame Delard. Oui, mais moi c'est ce que je dis. Je pense que c'est un message qu'il faut quand même comprendre, c'est qu'il faut se faire vacciner, surtout les personnes à risque et les personnes âgées qui sont majoritairement présentes dans les hôpitaux. Et alors, on peut espérer quand même, et c'est pour ça qu'on a demandé un rapport au Games le 26 février, d'avoir un peu un phasage, parce qu'on ne peut pas attendre le mois de mai pour réouvrir certains secteurs. Ce serait quoi l'ordre pour vous Moi, je pense que déjà...
peut-être courant le mois de mars ou courant le mois d'avril, il y a probablement des choses qui pourront réouvrir. Exemple ? Si l'épidémie reste sous contrôle. Je ne donnerai pas d'exemple parce que je ne veux pas créer de faux espoirs, mais en tout cas, on ne peut pas dire on ne fait rien avant le mois de mai. Donc les restaurants vont ouvrir avant mai Je ne veux pas donner de secteur parce que je suis en contact avec eux tous les jours et je vois leur détresse. Il faut bien se rendre compte qu'il y a une détresse psychologique pour ces gens, une détresse économique. Également, il y a une détresse sociale et donc il faut faire une balance aussi à un moment donné. Je vois qu'il y a 20% de suicides en plus à Bruxelles aujourd'hui. Oui, enfin ça, attention, ce sont des chiffres, je veux quand même remettre un peu ces chiffres en perspective parce que ce sont des chiffres très parcellaires, plus effectivement de suicides malheureusement réussis, moins de tentatives. Je dis attention à ces chiffres-là, on n'a pas vraiment de chiffres tout à fait clairs. Nous devons donc, nous, politiques, nous devons donc trouver un équilibre entre une précaution importante à prendre et quand même un peu d'oxygène à donner pour ces secteurs qui sont parfois en train de mourir. Audrey. Les réactions, évidemment, ne se font pas attendre. Ryan Vincent nous dit « Je ne vais pas aller chez le coiffeur ni dans les parcs animaliers alors que je ne peux pas voir mes 2 parents en même temps. » Papou Pat de Tournai nous dit « C'est trop tôt pour rouvrir, ce sera sans moi. » Beaucoup de questions, évidemment, en fonction des différents secteurs d'activité. Je suis forain, savez-vous quand on pourra redémarrer les fêtes foraines de village? Autre message, quand allons-nous rouvrir l'événementiel? Est-ce que ce sera dans le courant de l'été? On a besoin de perspectives. Et Cédric Barbiot, lui, il a une proposition. Il dit pourquoi ne pas faire de tournante dans les fermetures? C'est toujours les mêmes secteurs qui sont fermés. Oui, on connaît Cédric Barbiot qui est très actif. Merci pour ça. Mais alors, fête foraine, événementielle, ça pourrait être mai aussi, Madame Delard, puisque c'est vous, le GEMS, qui va établir ce calendrier. C'est impossible ou pas? Je pense qu'il faut quand même se rendre compte que fête foraine et événementiel, ça dépend de quoi on parle. Événementiel avec grande quantité de personnes ensemble, de proximité, longue durée, même si c'est à l'extérieur, c'est pas le bon. Voilà. Ce ne sera pas avant l'été, pas le bon... voire même après l'été. Les festivals, on pourra en avoir en été en grand groupe, vous imaginez faire un grand festival à l'heure actuelle si on n'a pas vacciné une grosse partie de la population, notamment les plus de 65 ans, les gens avec des facteurs de risque. Parce donc que ça pourra avoir lieu avec moins de personnes que ça n'était. Voilà, mais par contre, pourquoi pas envisager, effectivement, et donc je dis toujours penser out of the box. Il y a possibilité, surtout dans le... Voilà, on est imaginatif, on peut créer des événements culturels un peu différents. Ils vont peut-être avoir... Avec un peu moins de monde. Un peu moins de monde, ce sera un jour et pas 3 jours, et donc voilà. Mais surtout ne pas s'embarquer dans des dates. Et j'insiste sur le fait que si à un moment donné, les dates, c'est vraiment ce que tout le monde attend. On va laisser une restauratrice. Non, c'est pas faire donner des dates précises, en fait. C'est ça, à un moment donné, il faut donner des perspectives aux gens, mais on ne peut pas pouvoir donner en date d'aujourd'hui. On ne va pas pouvoir dire c'est mars, c'est avril ou c'est mai. On a compris. Un mot sur les tournantes. C'est possible de dire que voilà, un secteur rouvre pendant que les autres ferment pour qu'il y ait plus de solidarité. Je vous demande d'être très court là-dessus parce qu'on doit encore aller à Liège pour le restaurant. C'est vrai que certains secteurs sont beaucoup plus impactés que d'autres, et ça, on peut le déplorer. Moi, je pense qu'il faut veiller à ce que ceux qui sont fermés plus longtemps, on pense à l'événementiel, au spectacle, soient aidés de manière plus importante aussi. C'est plutôt ça que les rouvrir en faisant une tournée. Parce que réouvrir certains secteurs à certains moments, les fermer, je ne pense pas que ce soit intelligent sur le plan sectoriel.